François Bon, les carnets. C'est quoi lire? C'est une question pour vous? Moi, je crois que c'était une question qui, pour moi, c'est comme toutes les révélations, c'est une question qui existe depuis très longtemps, mais tout d'un coup, il faut qu'elle soit formulée pour qu'elle vous apparaisse dans leur complexité. Alors aujourd'hui, attention, là, je vais avancer tout doucement sur des tout petits œufs. Je commence par un petit paragraphe qui est la fin d'un tout petit livre. Donc on marche totalement à l'envers. Or, le livre est pour nous absence de l'auteur. Et le dire écrit, fuite préalable de celui qui le dit. Nous avons un dire sans personne qui dise. Pourquoi insistons-nous tant sur ce point? N'est-ce pas exagéré que de donner tant d'importance à la gestuelle complexe dans laquelle la parole trouve sa forme primitive? Cela est lié au fait que d'autres lui en confèrent excessivement peu. Il est indéniable que si nous pouvions voir Platon en chair et en os, ou rien d'autre que le voir et entendre sa voix, nous résoudrions automatiquement certains des grands problèmes que la lecture de ces livres nous pose. Sans cela, ils resteront probablement à tout jamais énigmatiques. Pourquoi j'avance sur des œufs? C'est que moi, la philo, c'est pas trop mon fort, et Platon, un continent inconnu. Évidemment, des petites incursions, évidemment, c'est présent par tout ce qui t'en revient par intermédiaire, évidemment. Mais je reste en dehors. Or, là, c'est un tout petit opuscule, il s'agit de notes ou de commentaires faits par un philosophe espagnol, Ortega y Gasset. Et Ortega y Gasset publie ses notes en 1946 avec ce titre « Qu'est-ce que lire ?» Alors comment ça m'est venu ? Toujours, pour moi, chaque lecture, c'est l'histoire de, tout d'abord, comment elle t'est venue. Cours de William Marx au Collège de France. Ça fait au moins, je crois que ça doit être le 4e ou le 5e cours comme ça qu'il donne annuellement. Et celui-ci, justement, comment lire ? Il est uniquement orienté sur les questions de la lecture. C'est des cours qui durent 1 heure, avec une bonne partie, là aussi, d'improvisation. Le cours se construit à mesure qu'il se fait. Le premier, c'était, je crois, le 6 janvier, leçon inaugurale, et ce qui a inquiété, un paradigme d'époque. La preuve, ce que nous, ici, on fait ensemble, ces cours sont diffusés en podcast, donc version audio seule, sur les sites Radio France et France Culture, et ils sont aussi disponibles sur YouTube. Et sur YouTube, il y a quoi ? Il y a le visage et la gestuelle de William Marx. Moi, il se trouve que là, je les écoute, bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais à la salle de gym, c'est d'autres questions, lire toi-même, lire ton corps, lire la question de l'âge. Bon, je les écoute donc en mode audio, mais une concentration là qui fait qu'à chaque fois que je reviens, tout d'un coup tu vas chercher quoi? Tu vas chercher, tenez là, j'ai Histoire brisée de Valérie. Dans tous ses cours, William Marx, tenez-vous pas, il arrive à caser son Valérie à chaque fois. Histoire brisée de Valérie, j'étais littéralement passé à côté. Et dans son cours d'ouverture, c'est lui qui mentionne cet opuscule paru chez Alia, Qu'est-ce que lire ? Alors évidemment, je suis revenu, je l'ai commandé, le lendemain, je l'avais dans ma boîte aux lettres. J'habite en périphérie et c'est compliqué d'aller dans les librairies, et puis de toute façon j'ai l'impression que ces livres-là qui vous arrivent maintenant par la rareté, par des chemins détournés, de toute façon, même si je suis un libraire, il faudrait que je le commande. Ça, c'est une autre question. Et c'est chez Alia, et Alia, c'est pas le premier que j'ai dans ma bibliothèque, de cette toute petite tenez, un outil essentiel pour qui travaille la littérature, le maître ruban. Le maître ruban me dit que ce sont des livres de 10,2 cm
par 17. Donc on n'est pas dans 10-18, on est dans 10-17. Je les ai connus aussi par exemple par les petits livres de Bruce Bégou, là, qui sont vraiment aussi extraordinaires. Il y a un rapport là entre ce papier un peu crème, les rabats de couverture, et puis le fait qu'un livre même de petit format puisse devenir expérience très dense. C'est au point, alors, digression, en discutant avec Xavier Cazin de l'immatériel, j'avais réfléchi. C'est vrai que moi, mes livres, bien sûr, il faut m'en commander de temps en temps des livres. C'est vital pour que cette chaîne elle continue. Et de les faire distribuer aussi en librairie, qu'on puisse faire justement ce que j'ai pas fait. Aller en librairie, commander mes livres, et on avait fait un prototype. Alors là, on n'est pas sur du... je suis un peu plus large, 11,2, 11,2 et 18. Mais du 11-18, oui, j'étais juste à côté là, de ce tout petit format Alia, et on a fait un test. Alors il y a conversation avec Keith Richards sur le creative writing à l'américaine, 40 exercices pour le carnet d'écrivain, fiction du corps, que j'intitule aussi description des hommes, c'est des questions de droit, c'est embêtant, mais c'est pas le lieu ici d'en parler. Et puis la reprise de Limite chez Minuit, le deuxième livre, est toujours le plus difficile à écrire. Et je m'étais dit justement que moi aussi, en prenant ce papier un peu épais, un peu crème, il y a un autre rapport au livre. Bon, c'est un peu compliqué. Et puis, justement, retour à Ortega y Gasset, parlant là de cette question, c'est-à-dire que le livre s'en va tout seul, on l'accueille dans cette séparation de l'auteur, et c'est nous qui, dans la lecture, nous fabriquons nous-mêmes en refaisant là notre rapport à l'écriture via la lecture, l'écriture, le récit, et tout, mais le faisant depuis une séparation de l'auteur. Et ce que dit Ortega y Gasset, n'est-ce pas exagéré que de donner tant d'importance à la gestuelle complexe dans laquelle la parole trouve sa forme primitive? Cela est lié au fait que d'autres lui en confèrent excessivement peu. Il est indéniable que si nous pouvions voir Platon en chair et en os, rien d'autre que le voir et entendre sa voix, nous résoudrions automatiquement certains... Ben ouais, mais qu'est-ce qu'on fait là avec YouTube? Est-ce qu'en publiant, non pas la séparation de nous dans le livre, mais directement, et ça moi c'est un choix que je vis à chaque vidéo comme étant toujours à refaire aussi bien dans un deuil que à tâtons, que dans une immense incertitude, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je laisse derrière, et en même temps, en quoi ça me permet de travailler sur moi et d'extraire là des choses de moi que j'allais dire la paix de l'écriture. Or, l'écriture n'est jamais une paix. Me permettrait là d'atteindre, tandis que la vidéo se donne là sous forme de gestes et paroles et doit se reconstituer le lendemain. Oui, mais justement, là, ça fait que je me saisis de ce petit opuscule. Ça fait une dizaine de jours que je l'ai dans les mains. Depuis, je crois que je suis au 6e ou 8e cours de William Marx. Il y a des citations de Bachelard aussi qui me résonnent dans la tête. Tenez, il me coûte cher ce Marx là. Noël Dufay, les propos rustiques. Là, je vais l'emmener demain là dans les zones de Rabelais. Ça aussi, c'est question des lectures d'enfance. Comment se constitue le récit de nos lectures d'enfance, à quelle période, etc. J'entre pas. Mais attendez, je vous lis le paragraphe. Là, j'ai lu le dernier. Je vais lire celui qui s'appelle l'antépénultième, c'est ça? Ou le pénultième direct. Il était alors nécessaire de concentrer notre attention uniquement sur l'aspect de la parole écrite qui est en fait une forme déficitaire du dire, en laissant pour une autre occasion l'éclaircissement de ses atouts. Car il n'y a pas de doute, si Platon a écrit des ouvrages, ce n'était ni par hasard ni par faiblesse, mais bien parce que le livre, malgré sa déficience congénitale, est la seule forme qui permet de dire certaines choses qu'il serait vain de vouloir communiquer même à son meilleur ami dans l'intimité la plus propice aux confidences. Nous découvrons alors que la façon usuelle de considérer le langage ne le prend pas en compte dans son entière intégrité, mais elle le découpe pour ne garder qu'un seul de ses aspects. Ces pages voudraient humblement, etc., etc.
Si là, en partant là de la fin, je reviens au début, oui, comme cette question là, du format bref, c'est au point que j'ai découvert que Alia, du même Ortega y Gasset, avait publié toute une série là, comme ça, de petits opuscules. La déshumanisation de l'art, la mission du bibliothécaire, le mythe de l'homme derrière la technique, l'histoire comme système et méditation sur la technique. Tout un continent là, qui s'ouvre. C'est ça aussi, il y a la magie de la lecture que peut-être la question de la vidéo ne nous permettrait pas de résoudre. C'est-à-dire qu'une piste en engendre une autre, et ainsi de suite. Là, par exemple, William Marx, toujours, se promène dans ses cours beaucoup dans Bachelard, pas seulement. Hein, mais là, la pulsion de reprendre Bachelard, et je m'aperçois que là, dans toute ma collection là-haut de Bachelard, il me manque la terre et les rêveries de la volonté. Et pourtant, j'ai l'air et les songes, j'ai la réflexion sur l'espace, etc. J'ai cherché, il n'y a même pas en France d'œuvres complètes de Bachelard. Il y en a une partie chez Puf, une autre partie chez Corti, personne pour les rassembler en un volume. C'est même pas sans parler des Pléiades ou autres, mais oui, comme on est malheureux. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris 1 heure, j'ai rassemblé sur une plateforme de téléchargement tout ce que j'ai trouvé de version numérique, c'est bon, c'est facile, et puis je me suis fabriqué un Bachelard œuvre complète en numérique. Donc c'est bien, j'ai un outil de recherche. Par contre, quand vous cherchez livre dans Bachelard, quand vous recherchez lecteur chez Bachelard, tout de suite on se noie. Et les phrases les plus importantes de William Marx, je ne les ai pas encore retrouvées. Mais c'est ça le travail, et c'est ça ce qui passe obscurément de l'un à l'autre. Et je le remercie, William Marx, pour ses cours au Collège de France. On a le début d'Ortega y Gasset. Lire un livre est, comme toutes les occupations proprement humaines, une tâche utopique. Waouh! Je me souviens que dans son cours là, d'intro au Collège de France, William Marx prenait la précaution de revenir bien à l'étymologie d'utopie. Moi aussi, pour Rabelais, ça me rejoint en plein. Donc, dès qu'on lit, on est dans un lieu de nulle part. On est dans pas non-lieu, parce que c'est une expression qui a trop été utilisée mal. On est dans utopie. A lieu. On est dans cet A lieu. J'entends par utopique toute action dont l'intention initiale ne peut être menée à bien par le développement de son exercice et qui doit se contenter d'approximations essentiellement contradictoires au regard de son objectif initial. Autrement dit, lire commence nécessairement par un projet de compréhension parfaite du texte. Vous n'allez pas dire le contraire, non ? Cependant, cela est impossible. Ah bon ? Et pourtant, depuis l'âge de 7 ans, je dis « je sais lire ». Un de mes petits-enfants l'a encore dit, là, en janvier au CP. Je sais lire, je l'ai constaté, on l'a récompensé. Cependant, cela est impossible. On peut, au mieux, au prix d'un grand effort, déduire une partie plus ou moins importante de ce que le texte a voulu dire. Communiquer, déclarer, et on peut au mieux au prix d'un grand effort. Ça, c'était le boulot de William Marx. Qu'est-ce que c'est ? L'activité même. Qu'est-ce qu'on doit, comment construire en soi-même ? Et là, encore plus, aujourd'hui, avec, tenez, les petits fils, il n'est pas suspendu, accroché à moi, mais là, ces machins-là, et qu'est-ce que ça bouge ? Et qu'est-ce que ça bouge de façon irréversible ? On peut mieux au prix d'un grand effort. Il est quoi, cet effort ? Il travaille quoi à l'intérieur de nous ? Comment savoir ce qu'il est pour qu'il ne soit plus un effort, alors qu'il soit redevenu dans nos pratiques quotidiennes, déduire une partie plus ou moins importante de ce que le texte a voulu dire. Et là, il a commencé sa vraie marche d'escalier, Ortega y Gasset. Communiquer, déclarer, mais il subsistera toujours un résidu illisible. Il est en revanche probable que lorsque nous fournissons cet effort, nous lisions, en italique, le conditionnel, par la même occasion dans le texte, ou plus exactement, nous comprenions des choses que l'auteur n'a pas voulu dire et qu'il a pourtant dites. Et là,
quelque chose d'aussi simple, quand c'est mis sur la table, boum, tu te mets à déraper dans tous les sens. Il est probable que lorsque nous fournissons cet effort, nous lisions par la même occasion dans le texte, ou plus exactement, nous comprenions des choses que l'auteur n'a pas voulu dire et qu'il a pourtant dites. Et je vais 5 lignes plus loin, jusque-là, cette marche-là sur laquelle il va donner le grand coup de gong là, de son petit opuscule, cette double condition du dire, aussi étrange et antithétique qu'elle soit, est formalisée en 2 principes que l'on peut résumer ainsi. Tout dire est déficient. Il en dit moins que ce qu'il voudrait dire. Tout dire est exubérant. Il donne à entendre plus que ce qu'il n'aurait voulu. Et là, je pense même que, en tant qu'auteur, ça résonne dans une spirale qui est au-delà aussi de ce que William Marx en explore du point de vue de la lecture. C'est-à-dire, là, je discutais avec Boris Dunant, qui fait de magnifiques vidéos là, en Suisse. Boris se revendique d'instance de plaisir. Plaisir quand il filme, plaisir quand il monte. Et s'il n'y a pas cette instance de plaisir, il ne le fait pas. Et moi, tout d'un coup, à discuter, non, écrire, pour moi, je sais le plaisir. Je connais le plaisir. Je peux faire la liste et l'importance en moi des instances de plaisir. Mais est-ce qu'écrire a jamais été plaisir ? Et pourtant, c'est pas d'autant une corvée ni une discipline, c'est une discipline. Mais c'est venir à l'endroit où précisément, tu sais que ce dont tu es privé, c'est que ce qui se passe là, ton dire est déficient, c'est-à-dire tu cherches là quelque chose qui reste au-delà. Et en même temps, tout dire est exubérant, tu sais que toi là, tu es saisi là comme épinglé à un insecte, des espèces de vieux panneaux de liège que plus personne ne fait maintenant, parce que ce qui est traversé à l'intérieur de toi par le fait même que tu écrives installe quelque chose dont tu n'es pas propriétaire. Je ne sais pas si le mot convient. Tout dire est déficient, il dit moins que ce qu'il voudrait dire. Tout dire est exubérant, il donne à entendre plus qu'il ne l'aurait voulu. Évidemment, là, William Marx travaille sur cette différence entre la lecture plaisir et une autre lecture qui serait plus justement de exercice, pratique, discipline, instruction. C'est pas quelque chose comme ça, mais cette notion là de l'effort de lire. Or, ce dernier point, ce don non prémédité, dit que l'exubérance du dire nous offre ne compense pas sa déficience constitutive. Bon, c'est un philosophe qui parle, et ne permet pas la réussite de l'opération de lire. Lire, opération. Et dans opération, évidemment, la question du travail. Si par lecture nous entendons la compréhension de ce qu'un auteur a voulu dire. C'est ce qui me sépare très souvent là, de ces universitaires qui mettent ça vraiment comme une espèce de focalisation unique, même si évidemment c'est battu en brèche par tant de grands auteurs universitaires aussi. Plus précisément, le fait que nous nous rendons rapidement compte qu'une bonne partie de ce que l'auteur est réellement en train de dire nous échappe, traduit de l'espagnol par Michael Gomez Guttard. Et le livre vient juste de sortir chez Alia en 2023. Donc confiance totale sur le travail, parce que pour arriver à cette précision-là, plus précisément par le fait que nous nous rendons rapidement compte qu'une bonne partie de ce que l'auteur est réellement en train de dire nous échappe. Par exemple, la signification exacte de tel ou tel mot nous révèle que lire ne consiste pas uniquement à simplement recevoir ce que les phrases écrites veulent bien nous confier, que lire ne revient pas non plus à glisser sur le texte. Lire serait glisser sur le texte. Et pourtant, combien de livres dans lesquels on vient se reposer, parce que c'est eux qui se chargent de nous emmener, que lire ne revient pas non plus à glisser sur le texte, mais qu'il est obligatoire de sortir du texte, d'abandonner notre passivité et de construire laborieusement en nous toute la réalité mentale non dite en lui, mais qui est indispensable pour le comprendre pleinement.
Nous sommes alors heureux que l'approfondissement de notre lecture, et là le mot heureux sonne aussi fort, nous sommes alors heureux que l'approfondissement de notre lecture nous ait permis de découvrir une épaisseur supplémentaire dans les phrases, des choses que l'auteur n'aurait pas eu l'intention de nous communiquer ou qu'il nous aurait volontairement cachées. Cela signifie par ailleurs que chaque texte se présente à nous comme un simple fragment d'un tout X qu'il convient de reconstituer. Lire avec sérieux et sincérité, encore un autre mot, revient à intégrer les mots directement exprimés à ce tout latent à l'intérieur duquel ils se sont inscrits et doivent donc être compris. Bien que cela puisse paraître farfelu, c'est-à-dire en ouvrant cette question, qu'est-ce que lire, on a l'impression que même Ortega y Gasset, là, tout d'un coup, il a dérivé, il a été jeté hors de Platon alors qu'il est en train d'écrire un commentaire de Platon, et que cette chose-là lui vient là dans les mains toutes brutes comme incongru. Cela n'en est pas moins indiscutable. Pour comprendre ce que quelqu'un a voulu dire, nous avons besoin d'en savoir bien plus que ce qu'il voulait dire. C'est certainement pour moi des choses qui résonnent quand on cherche à travailler cette question de l'imaginaire. Chez Lovecraft, elle est indiscutablement et littérature et imaginaire, ou fantastique. Et elle est évidemment indissolublement à une période. Toutes les inventions techniques de la période 1925, toute l'approche angoissante de la Grande Dépression et la survie même dans ces instances de Grande Dépression et de grand ménage politique qui en sort. Et c'est nos propres anxiétés aujourd'hui, là, parce qu'elles sont mises en travail ici, qui font que, quelles que soient les positions de Lovecraft, ça peut valoir aussi pour Céline, mais là je sors d'Ortega y Gasset, et en tout cas William Marks, lui, n'abordait pas ces questions-là encore que sur Chateaubriand, par exemple. On peut entrer, ou on doit entrer dans ce travail, quel que soit, là, le bonhomme qui, lui, est derrière. Et là, tout d'un coup, on a cette logique, là, qui est soudain démontée, comme si on avait pris un réveil matin. Ça, c'est pas un réveil matin, je vous l'ai montré, c'est mon maître déroulant. Mais imagine que ça, on dirait que c'est un réveil matin. C'est comme si tu dépliais, puis autrefois, maintenant, il y a une pile et puis plus rien, maintenant, mais autrefois, il y avait des ressorts, il y avait des machins, t'arrivais à démonter le ressort, tu n'aurais jamais pu à le remettre en place. Tu avais des petits rouages pour les aiguilles qui va doucement, les aiguilles pour la trotteuse, etc. Mais même ça, c'est obsolète, c'est fini. Mais tout d'un coup, lire cette chose si simple devient le réveil matin qu'on a démonté et qu'on ne sait plus refaire. Et de savoir plus de choses sur lui qu'il n'en connaît lui-même, c'est pourquoi Kant avait tout à fait raison lorsqu'il exigeait que l'on comprît mieux Platon que lui-même se comprenait. Alors, merci Immanuel Kant. Bon, là, moi, je laisse passer parce qu'il s'agit de Platon et que ça ne me concerne pas, mais c'est pourquoi Kant avait tout à fait raison lorsqu'il exigeait que l'on comprît mieux Balzac, Proust, Sarraute, Duras, soi-même, que lui-même se comprenait. Ce travail est pénible. Ah ouais, tu vois, maintenant ils sont tous il faut lire, la lecture des jeunes, lire. Puis ce travail est pénible. Et quand tu pédales à la salle de gym en écoutant William Marks, tu te dis mais pourquoi je fais ça? Il se pose à la maîtrise de techniques variées et de théories très compliquées, certaines générales, d'autres précises, auxquelles nous nous heurtons en lisant, alors toujours Platon, le banquet. L'ensemble de ces efforts techniques pour certains, d'une perspicacité spontanée pour d'autres, s'appelle interpréter, son art l'herméneutique. Lire n'est pas autre chose. Toute réalité doit être définie selon sa forme entière, sans quoi sa compréhension est nécessairement incomplète. Dans ce sens, lire, c'est interpréter et rien d'autre. Ce n'est pas pour autant une mince affaire que celle, simple en apparence, de comprendre ce que quelqu'un a voulu dire. Dire, c'est pour l'homme une manière de réagir face à une situation. Cette situation peut être instantanée, durable, permanente chez un homme ou constante chez l'homme. Dans l'humanité, l'humanité est le nom d'une situation qui dure depuis 1 million d'années. Si nous nous représentons ces divers niveaux de durabilité des situations par des aires géométriques, ah bon,
Nous voyons la façon dont chaque situation s'inscrit dans une autre, plus large, qui la porte et la suscite, à l'exception de l'humanité constante, qui, contrairement aux autres, reste absolue. Ces espaces ou strates de situations constituent une hiérarchie organique de telle sorte que les situations les plus transitoires en supposent d'autres plus permanentes au sein desquelles elles se fondent. Pourquoi j'aime autant lire l'histoire quand vous prenez le mémorial de Lascaz, que vous y ajoutez la même période de la biographie de Napoléon à son décès dans les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, et puis que vous repassez à Michelet, et ainsi de suite, et que vous venez des lectures plus contemporaines, là, de ces nœuds, là où Auguste Blanqui, l'enfermé, ou Baudelaire criant en 1848, se heurtant là à un personnage falot qui s'appelle Frédéric Moreau. C'est infini, mais c'est ça, cet infini dont s'occupe nous. Alors évidemment, je ne veux pas lire en entier tout ça, mais vous voyez comment c'est là, en quelques tout petits paquets d'une quarantaine de pages d'un livre minuscule chez Alia, tout ce qui vient résonner. Le langage consiste ainsi en une rétraction, une sorte d'ascétisme du dire qui accompagne sa genèse, son organisation et son développement, car il est bien clair que la langue n'est jamais déjà formée, mais est toujours en train de se former, ou plutôt toujours en train de naître. Quiconque écrit le sait, ce fieri de la réalité langage ne repose pas sur les modifications superficielles, quoique importantes, sur lesquelles le linguiste fait ses recherches et essaye d'élaborer des quasi-lois, mais sur les changements profonds qui engendrent des phénomènes très importants, comme par exemple celui qui conduisit Meillet lui-même à écrire une étude intitulée « Peut-on considérer la langue anglaise comme une langue indo-européenne ?» Bon, ça, je connais pas. Nous pouvons résumer cette première condition du langage en disant « Le langage est toujours limité par une frontière d'ineffabilité, limitation constituée de ce qui, dans l'absolu, ne peut pas se dire dans une langue ou dans aucune langue. » Et pour finir, un tout petit passage, là encore, sur la même problématique, mais qui se renverse. Nous remarquons alors que si parler, pour les linguistes, consiste à utiliser une langue, ils commettent une grave erreur. C'est que la langue ne se réduit pas à langage égale parole, mais est complétée par les modulations de la voix, les expressions faciales, la gestuelle des membres et l'attitude corporelle totale de la personne. Par conséquent, la langue du linguiste n'est qu'un fragment limité à la parole du langage. Ce n'est pas qu'ils doivent s'occuper de ce qu'il a jusqu'ici négligé en s'excluant ou en passant de la langue, il doit plutôt la traiter formellement comme une réalité fragmentaire et non comme un intégrum. Bien que ce ne soit pas le lieu ici de développer intégralement une théorie du langage, profitons de l'éclaircissement que l'observation précédente nous offre. Celle-ci, en effet, nous révèle qu'en sa racine et son être authentique, le langage est une gestuelle d'effets sonores qui demeure proprement inséparable de la gestuelle totale dans laquelle intervient notre corps tout entier et qu'il faudrait de façon rigoureuse appeler parole. Circonscrire ce magnifique ensemble expressif à la langue est justifié parce que le geste verbal trouve son aboutissement dans des signes sonores, les mots, qui sont relativement fixes et auxquels sont rattachées des significations relativement précises et abstraites. Ils peuvent ainsi s'opposer aux autres types de gestes. Une première élaboration grammaticale, artificiellement isolée, est alors possible, mais celle-ci doit toujours être pleinement consciente que son œuvre, sans nul doute illustre, a commencé par un crime, en isolant l'intégrité expressive de l'homme, en abandonnant de façon négligente l'origine, la racine et dernière réalité de la langue, à savoir ce qu'elle comprend de gestuel, ou mieux, de gestuel général, autrement dit, de chair humaine. Voilà. Comment de toutes petites plaquettes là peuvent vraiment éblouir, c'est pas forcément le mot. Réouvrir là, le plus simple, ce qui vous est le plus vital. Et donc un très grand merci à William Marx. Même si là c'était quelques secondes dans le cours d'ouverture et qu'ensuite arrivent des heures d'approfondissement, c'est merveilleux. Ça donne sens.